Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Aujourd'hui, 3 mai, la liberté de la presse est célébrée. Elle est même réelle au Burkina selon un rapport de Reporters sans frontières qui classe le pays au premier rang de ceux où la liberté de presse est la mieux observée en Afrique francophone. La journée est commémorée sous le signe de la responsabilité des journalistes face aux défis sécuritaires. Pour en parler, nous recevrons dans quelques instants le ministre de la Communication. Lui est allé à la rencontre des gouverneurs des 13 régions du Burkina. La question au centre, comment mettre en œuvre les recommandations issues de l'enquête parlementaire sur le foncier. Le ministre en charge de l'habitat compte sur ses administrateurs régionaux pour apurer le passif reluisant du foncier au Burkina. Et puis, le camp de la MINUSMA à Tombouctou a essuyé une attaque au mortier ce jour aux environs de 13h15. Aucun bilan n'a pour l'heure été établi, alors que 8 soldats maliens ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque hier mardi 2 mai. Cette attaque a eu lieu dans le centre du pays, dans la région de Ségou. Mais avant, le gouvernement burkinabé peut compter sur l'appui de ses partenaires internationaux. C'est le message porté par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas Akosiam a aussi plaidé pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Voyons cela dans le détail avec Tanga Kafando. J'ai félicité le président pour les avancées notables dans ce domaine crucial qui sont les réponses multisectorielles à apporter à la crise au nord, les efforts dans la lutte contre la corruption, les progrès dans l'administration de la justice qui a vu l'avancée notable de procès importants et d'autres encore dans les semaines à venir. La mise en place d'un dialogue social institutionnel qui faisait défaut est également très encourageante et doit s'accompagner d'un engagement visible et à haut niveau. J'ai conscience de contraintes persistantes affectant les conditions de la vie de la population qui ont été héritées des années précédentes. Devant l'urgence, les mesures de soutien annoncées par le Premier ministre doivent être mises en place très rapidement. Le gouvernement peut compter sur l'appui des partenaires internationaux financiers dans ses actions. Je vais m'entretenir avec la société civile aujourd'hui. Je souhaite qu'elle puisse construire un échange avec le gouvernement pour aider à déterminer les domaines d'intervention prioritaires. Je vais également m'entretenir avec le parti d'opposition. Je l'encourage à rallier la cause de l'intérêt national sur la base d'un dialogue constructif. Et nous restons à Kosiam car on est mercredi, jour de Conseil des ministres. De cette rencontre hebdomadaire, l'on peut retenir le choix porté sur le professeur Michel Filiga Ouagadougou comme commissaire de l'UMOA pour le compte du Burkina. D'autres sujets étaient sur la table de ce Conseil qui promet faire toute la lumière sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire des 200 millions manquants dans les caisses du CIAO. Ibrahima Sombier et Zalissa Sanfo. Communication orale à ce Conseil des ministres. Le Conseil informe qu'il a porté son choix sur le professeur Michel Filiga Ouagadougou comme commissaire pour représenter le Burkina Faso au sein de l'UMOA. Et pour juguler le problème sécuritaire, au lieu de 1745 élèves assistants de police à recruter, ce sera 2500. Dans le PNDS, les engagements pris par le chef de l'État, c'est que le ratio de 1 policier pour 1300 habitants passe à 1 policier pour 910 habitants. Donc dans cette obligation-là, il y a un recrutement supplémentaire de 755 autres élèves assistants qui va être mis en place. 200 millions de francs CFA disparus des caisses du CIAO. Le porte-parole du gouvernement rassure que toute la lumière sera faite et la justice
aussi. Le gouvernement, notamment le président du Faso, s'est dit extrêmement choqué que cela soit appris par voie de presse. Et il a donc donné instruction à ce que les mesures soient prises pour que toute la chaîne de responsabilité puisse répondre. Il faut rappeler que c'est une situation qui date et que c'est lors du dernier conseil d'administration que les comptes du CAO ont refusé d'être approuvés. Et c'est de cette situation qu'est partie donc les recherches qui ont abouti à ces 200 millions de francs qui auraient donc été dissipés. Pour ce qui est de la procédure, le ministre du Commerce a dit qu'il s'agirait en partie donc de frais de réception, de location, notamment au niveau du site, des différents stands, et que les personnes incriminées ont jusqu'au 15 mai pour fournir les preuves de l'usage effectif de ces fonds-là, ou bien de leur réception, ou en tout cas pour se déculpabiliser. Le deuxième cadre de concertation entre les OSC et l'État, présidé par le président du Faso, est prévu pour ce 23 mai. Et il se tiendra sous le thème « Cohésion sociale et mise en œuvre du PNDS ». Quelle contribution des OSC? À tout seigneur, tout honneur. Ouvrons à présent une large page consacrée à la célébration de la liberté de la presse. Aujourd'hui, 3 mai, la communauté des médias au Burkina marque une halte pour penser leurs responsabilités sociales face aux défis sécuritaires. Ce matin, les acteurs se sont retrouvés pour lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Urbain Benito Somé, Estelle Judith Assogba. Défis sécuritaires au Burkina Faso, rôle et responsabilité des médias, c'est sous ce thème que les professionnels des médias célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et le contexte exige, les forces de défense et de sécurité ont été associées à cette célébration. Une manière d'améliorer la collaboration entre journalistes et les forces de défense et de sécurité sur le terrain de l'information. L'amélioration de cette collaboration pourrait certainement contribuer à une mobilisation citoyenne plus forte contre l'idée du terrorisme, mais surtout à un sursaut national pour résister à la menace. La réflexion est d'autant indispensable que nous avons également à faire face aux nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux qui ne connaissent pas de limites éthiques et déontologiques. La commémoration de cette journée intervient au moment où l'environnement des médias connaît d'énormes difficultés et il y a lieu ici d'exposer les contraintes qui freinent la vie des médias. En cause, on peut citer entre autres la dette intérieure, notamment les factures impayées de l'État et la faiblesse de l'assiette publicitaire. Quand des médias se ferment, ce sont des espaces de liberté qui se restreignent. Face à toutes ces contraintes, le ministre en charge de la communication a traduit sa volonté d'accompagner les médias pour plus de liberté de la presse au Burkina Faso. Selon Reporters sans frontières, le Burkina occupe cette année encore un rang qui nous permet à tous de croire que notre presse brille de mille feux et que donc rien ne nous autorise à baisser la garde. La célébration de cette journée a été l'occasion de lancer le prix de la meilleure journaliste burkinabé et le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation. En effet, selon Reporters sans frontières, le Burkina occupe le premier rang des pays où la liberté de presse est la mieux observée dans la zone Afrique francophone. Mais au Burkina, comment la presse nationale est-elle perçue? Yacouba Gamede et Ismaël Diloma Sirima ont posé la question aux citoyens ouagalais. Suivez plutôt. Il y a beaucoup de choses. Il y a des situations que des fois, on a envie vraiment que les gars soient directs, quoi. Et par rapport aux écritures, par rapport à ce qu'on regarde à la télé, voilà, mais des fois on ne nous montre pas ça. Et bon, à quelque part, ils trouvent que peut-être c'est des images ou bien c'est des informations qu'il ne faut pas donner. Mais moi je me dis que la vie a fait de telle sorte que vraiment tout ce qui est direct, pour conseiller quelqu'un, il faut vraiment être direct avec la personne. Nous on croit à la presse là parce que c'est à cause de où et nous on gagne les informations. Partout là où toi tu es là, si tu as sans information, toi, tu ne peux pas t'en sortir. C'est à cause de ça que nous croyons à la presse. Mais de l'autre côté aussi,
souvent la presse là, c'est que nous plaît pas. Souvent il y a des trucs aussi qui aussi parlent. Et puis nous on constate que c'est pas la vérité. Je crois un peu à la presse parce qu'il faut mesurer les mots. Voilà. Maintenant, ça dépend de quelle presse. Voilà, parce qu'il y a des maisons de presse qui sont effectivement crédibles à nos yeux. Il y a des maisons de presse aussi dont l'information qu'ils donnent après, ça s'avère souvent fausse. Voilà, donc souvent effectivement, c'est l'occasion effectivement pour moi de dire aux journalistes de bien traiter l'information avant de faire passer quoi. Avec en tout cas 2 jours là, l'histoire de l'insécurité qui est là, je trouve qu'effectivement c'est mieux de traiter l'information, de bien voir avant de faire sortir quoi. Parce que les mots aussi disent que l'eau qui est versée, on ne peut plus le ramasser. De plus en plus, aujourd'hui, on voit dans la presse privée des informations qui ne sont pas du tout véridiques, des informations qui ne sont pas traitées avec objectivité, des informations derrière laquelle on voit l'intention de vendre, donc ce qui n'est pas du tout bien à valoriser le journalisme dans notre pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Peggy. Alors, la commémoration de ce 3 mai au Burkina, on l'a dit, pose la responsabilité du journaliste face aux défis sécuritaires. Est-ce que la liberté de la presse s'arrête lorsqu'on parle de terrorisme? Je voudrais, si vous le permettez, pouvoir d'abord souhaiter une bonne fête aux journalistes et surtout réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner la presse parce que la liberté d'expression dans notre pays a été chèrement acquise. Certains y ont laissé leur vie, d'autres y ont laissé leur santé. Et nous avons aujourd'hui à construire ensemble la pérennité de cet espace-là. Pour revenir à votre question, je pense qu'il y a véritablement, ce n'est pas un dilemme, vous savez, mais c'est une responsabilité sociale. Aujourd'hui, notre pays est en guerre. Il est en guerre parce que justement nous subissons des attaques terroristes. C'est peut-être pas la guerre classique, mais c'est une guerre qui existe. Et il faut en tenir compte. Vous devez peut-être remarquer que depuis 2 années, nos forces de défense et de sécurité n'ont jamais été autant sollicitées en termes de présence, en termes de déploiement, en termes de constance dans la surveillance qu'elles apportent à notre pays. Donc il y a une guerre. Et à ce niveau-là, le journaliste doit faire son travail. Parce que il ne s'agit pas pour le journaliste d'être le communicant des forces de défense et de sécurité. Non, il s'agit pour le journaliste d'apporter une information. Mais cette information-là, elle ne doit pas être une information qui puisse porter préjudice à ce que nous avons comme intérêt commun, à savoir notamment la pérennité et la quiétude dans notre espace. Donc c'est un travail un peu délicat. Dans tous les pays du monde, il y a du terrorisme, il y a des journalistes qui font leur travail. Je pense que chacun arrive à un moment donné à définir cette ligne à ne pas franchir parce que quand on donne une information, on se demande aussi qu'est-ce qu'elle apporte aux populations, qu'est-ce qu'elle apporte à la participation de la vérité, qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'informations à donner aux populations. Et c'est cette limite-là que chacun, en tant que journaliste, avec notamment son engagement et sa libre volonté de faire quelque chose, doit pouvoir définir. On ne peut pas dire aux journalistes, vous vous arrêtez là. Mais chacun de nous vit dans un pays. Et c'est à lui de définir cet espace-là. Parce que comme a dit un certain nombre de vos téléspectateurs, même s'il n'y a pas une éducation perpétuelle des populations à l'information, elles se font au fur et à mesure cette éducation-là et elles commencent à faire la part des choses entre une information dont elles ont besoin, une information qui peut porter préjudice à la sécurité de notre pays. Et justement, dans le contexte burkinabé, certains médias dénoncent la non-réactivité des sources pour recouper par exemple une information. Que répondez-vous, vu que non seulement vous êtes professionnel, mais également vous êtes dans le gouvernement? C'est vrai que c'est plus facile en tant que journaliste de voir les difficultés que les médias ont. Mais aujourd'hui, je suis aussi plus à même de voir les difficultés que l'autorité politique administrative a. Vous savez que lorsque les forces de défense et de sécurité se déploient, elles ont besoin d'un certain nombre d'effets de surprise, de garantir un certain nombre d'éléments d'action. Et trop communiquer, trop vite, peut parfois leur faire perdre l'avance de surprise ou même l'avance de terrain qu'elles ont. Il y a un juste milieu à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on se parle de plus en plus. Et il faut remarquer que depuis un certain nombre de temps, à l'initiative du CSC, du Conseil supérieur de la communication, du ministère de la Sécurité, du ministère de la Défense, il y a un travail qui est fait pour que nous puissions définir ensemble le juste équilibre. Mais personne ne sera le porte-voix de l'armée. Mais pour autant, les journalistes doivent savoir faire ce travail-là en gardant en mémoire que
il y a ces territoires que nous avons en commun, c'est le Burkina Faso, et que le terroriste, il tue aussi bien le journaliste que toute autre personne. Tout à fait. Alors, il y a aussi cette question qui a sa place dans cette journée. Dans quelles conditions vivent les journalistes burkinabés? Ceux de la presse privée ont cru voir le bout du tunnel avec l'adoption de la convention collective. Quelques acteurs rencontrés pensent qu'il y a encore fort à faire. C'est un dossier que signent Nongba Kouda et Zoubaviet David Dabiri. Derrière ces unes de journaux et ces pylônes de transmission se cache une triste réalité, celle des conditions de vie et de travail des journalistes de la presse privée. Et Bernard Bougma, ce jeune journaliste qui a roulé sa bosse dans plusieurs médias entre 2005 et 2015, en sait quelque chose. En 2009, il a vu naître avec beaucoup d'espoir la Convention collective des journalistes burkinabés. Une convention censée résoudre les questions salariales, améliorer les conditions de travail et définir les modalités de promotion des journalistes dans la presse privée. 8 ans après son adoption, son espoir fait place à la désillusion. C'est venu d'abord comme une bouffée d'oxygène pour régler et aider à résoudre un certain nombre de problèmes liés à la situation de précarité, je pèse mes mots, la situation de précarité dont vivent les journalistes. Pas tous les journalistes, il y en a qui s'en sortent en fonction de l'organe dans lequel ils travaillent. En dehors de ceux-là, tout le grand lot de journalistes tire le diable par la queue. Toutefois, ces conditions demeurent encore taboues dans le milieu de la presse privée. Certains journalistes que nous avons approchés n'ont pas souhaité réagir sur la question. De peur de représailles, nous a-t-on confié. Qu'à cela ne tienne, la réalité dans les médias privés reste implacable. Des études en cours sur la mise en œuvre effective de la convention collective, il ressort que sur les 150 radios, 27 télévisions et 77 titres de journaux que compte le paysage médiatique burkinabé, très peu d'organes respectent leurs engagements. La réalité, c'est que sur les médias ou sur les journalistes ou les patrons que nous avons interrogés, la proportion d'application est très faible. Mais la réalité, si je dis que les journalistes vivent dans des conditions de misère, c'est comme si c'était une injure faite à cette catégorie sociale. Mais la réalité, c'est de la misère. Parce que le problème, c'est quoi? Vous êtes payé en dessous du SMIC. Il y en a qui n'ont pas le SMIC. Un. Et deuxièmement, ils ne sont pas payés à date, à bonne date. Soit c'est des retards, soit c'est des arriérés. À Bobo Dioulasso, la situation n'est guère reluisante. Dans la capitale économique, comme un peu partout sur le territoire national, ils sont nombreux les travailleurs des médias privés à affirmer percevoir un salaire en deçà du SMIC. Pour les responsables des médias, cette situation est liée à l'environnement économique peu propice au développement des médias. Il ne suffit pas de mettre la convention collective en œuvre, mais il faut aussi que l'organe de presse dans lequel les journalistes travaillent puisse être viable et vivre pour que la convention soit effective. Au cas contraire, j'aurais bien voulu, parce que les salaires, quand vous prenez la convention collective, sont très alléchants. Voilà, tout le monde veut un gros salaire, mais si tu prends un gros salaire aujourd'hui et demain, tu n'en as plus. Je pense que les gens vont se retrouver dans le chômage. Mais cette précarité des journalistes n'est pas sans conséquence sur leur rendement. Pour y remédier, la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, dit mener un plaidoyer en son sein pour plus de décence dans le traitement salarial des journalistes, non sans indexer leurs responsabilités. On est tous d'accord effectivement qu'il y a un minimum au moins qui est fixé par la convention collective pour le traitement salarial des journalistes et que nous devons effectivement travailler à nous aligner sur cette convention collective. Maintenant, c'est vrai que vous trouverez dans des rédactions où effectivement il y a un traitement différencié selon les journalistes, mais ça dépend, ça veut dire aussi qu'il y a des journalistes qui fixent un minimum sans lequel ils refusent de s'engager. Il y a d'autres qui sont prêts à tout. Donc quand vous montrez déjà que vous êtes prêt à tout, les gens vous prennent aussi pour quelqu'un qui est prêt à tout. Et ça, il faut effectivement que ce soit réglé au double niveau, à la fois des journalistes, mais également aussi au niveau des entreprises de presse. En attendant que gouvernement, patrons de presse et autres acteurs chargés de la mise en œuvre de la convention collective accordent leur violon, les journalistes de la presse privée, eux, continueront de trimer dans leur quête de l'information. Parlons à présent des gombos, et oui, des gombos, non pas de ce légume que vous connaissez, mais de cette gratification des journalistes. C'est une pratique courante décriée par certains professionnels. La gratification peut prendre plusieurs formes, mais elle intervient généralement à l'issue de couvertures médiatiques. Sur ce gombo, suivez les éclairages de Moussa Oudraogo et Zoubaviel David Dabiri.
Si étymologiquement, le gombo est une plante gélatineuse cultivée sous nos cieux, à l'usage, il désigne aujourd'hui une pratique dans le monde médiatique burkinabé. Une pratique à laquelle très peu échappent. Mais au fait, quel sens revêt le gombo dans le jargon journalistique? Sous la Révolution, donc, devant la modicité des moyens des médias, entre autres, il avait été proposé que les personnes qui organisent des activités qui veulent être couvertes puissent prendre en charge le déplacement des journalistes. Bon, au départ, on ne maîtrisait pas bien ce que ça voulait dire. Mais par la suite, nous avons compris que non, en réalité, le gombo, c'est en quelque sorte des per diem que des organisateurs d'un événement donnent aux journalistes présents à l'événement après la couverture médiatique. Mais ce désintéressement est perçu dans le milieu comme une gangrène, une pratique qui met à mal la crédibilité du journaliste. Tout à fait. Le gombo, pour moi personnellement, le gombo est très nuisible pour le métier même de journalisme. Il y a des journalistes qui ciblent des manifestations, qui ciblent des organisateurs particuliers des manifestations, parce qu'ils savent que non, ils ont eu l'information comme quoi ce dernier, lorsque tu vas à sa rencontre ou à sa manifestation, à la fin, il y a toujours quelque chose. Un avis partagé par certains professionnels du domaine qui minimisent tout de même son impact sur l'orientation des papiers. Le gombo serait donc une source de motivation pour les journalistes, loin d'une réelle volonté de corruption. Quelquefois, ces organisateurs se communiquant là se fourvoient sur le pouvoir du gombo. Parce que vous avez un journaliste qui vient sur le terrain, ce n'est pas les 5 000 francs ou 10 000 francs qui peuvent faire influencer son papier. Parce qu'il a de toute façon un canevas qui va lui dicter lorsqu'il va repartir à sa rédaction. Maintenant, bien sûr, en fonction de l'enveloppe, on peut voir qu'il peut avoir un traitement plus ou moins favorable. Mais je pense que le plus souvent, ce qu'on appelle gombo, vraiment n'est pas une enveloppe assez consistante de manière à influencer les papiers. Donc, je me dis que la pratique elle-même vit de sa légende en fait. Mais avec l'évolution du paysage médiatique burkinabé ces dernières années et la précarité des conditions de vie de certains journalistes, la pratique prend des proportions inquiétantes au point de se banaliser. Et même que selon certains journalistes, il apparaît aujourd'hui comme un mal nécessaire. Monsieur le ministre, votre avis sur ce gombo? Je pense que la question qui est posée est une question qui a été très bien abordée par le premier reportage. Nous avions, et à l'époque en tant que journaliste, nous avons participé aux discussions sur la convention collective. Et effectivement, comme a dit le directeur de publication, je pense, du journal de Bobo, Kani, il y avait un pendant qui était un certain nombre d'aménagements pour permettre un espace juridique, fiscal, plus à même de permettre à l'entreprise de presse de pouvoir supporter. Et ça n'a pas suivi. Donc la convention collective, aujourd'hui, elle est une situation un peu, selon les médias, aléatoires. Il faut savoir que là-dessus, nous avons donc, sur l'injonction du Premier ministre, depuis le mois de janvier, préparé donc un dossier qui va permettre de toucher un certain nombre d'éléments pour aménager le cadre fiscal et juridique de l'entreprise de presse privée, mais également de l'entreprise de presse, parce que la société d'État sur lesquelles nous travaillons vont se trouver dans la même situation plus ou moins que ces entreprises-là. Maintenant, sur la question du gombo, je pense que c'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique et aujourd'hui, c'est dangereux parce que dans certaines situations, vous avez des journalistes qui quasiment séquestrent, entre guillemets, les organisateurs parce qu'ils veulent leur gombo. Mais je pense aussi qu'on ne vient pas dans cette profession uniquement parce que l'on veut se faire de l'argent. Parce qu'il y a très peu de journalistes qui deviendront multimillionnaires. Il y a une renommée, il y a un travail, il y a une satisfaction, il y a une qualité de vie auquel on doit tendre. Mais aujourd'hui, je pense aussi qu'il manque un minimum de déontologie et d'éthique au niveau d'un certain nombre de jeunes acteurs qui parfois voient rapidement ces 10 000, ces 5 000 francs qui sont mis dans l'enveloppe et qui en réalité ne finissent que par nous salir. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent que le journaliste, on peut l'acheter, alors que la qualité de notre travail est beaucoup plus importante que ça. C'est un mal, et je pense que c'est aux journalistes et aux organisations professionnelles de trouver la solution, et à l'État, à travers notamment une obligation d'un cadre plus sain pour les entreprises de presse, de faciliter ce basculement de l'ensemble des acteurs vers des rémunérations plus importantes. Alors, on l'a évoqué tantôt, les conditions de vie et de travail des médias au Burkina. Alors,
qui sont peu reluisants. Et j'en veux pour preuve certains médias qui ont dû mettre la clé sous la porte. N'est-ce pas là un signe négatif dans la pluralité du paysage médiatique? Non, je pense que tout le monde reconnaît, et moi en premier, que si vous fermez un organe de presse, quel qu'il soit, vous tuez une opinion, vous tuez un canal d'information. Et c'est une double mort pour les populations. Parce que c'est des opinions qui ne s'expriment plus et c'est un canal d'information qui disparaît. Quelles que soient les opinions, la pluralité garantit justement la richesse de notre pays. Après, je crois aussi que, au-delà des problématiques de factures impayées, etc., il y a un autre problème que ça pose. C'est que nous sommes des entreprises de presse. Nous ne sommes pas du mécénat. Et lorsqu'on monte une entreprise, on doit pouvoir avoir un plan qui la sous-tend. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui créent des entreprises de presse en se disant comment ça va fonctionner, ça va être autre chose. Non. Si vous créez des entreprises de niche, par exemple des chaînes d'information ou bien des journaux thématiques, et vous pensez que vous allez compétir sur le même marché publicitaire, ça pose un problème. Donc, il y a nécessité de régulariser ces situations. Il y a nécessité donc de donner aux entreprises de presse ce qu'on leur doit, tant au niveau du public que du privé. Et là-dessus, le gouvernement est interpellé, parce que nous avons également relancé un certain nombre de ministres pour que cela puisse se faire. Les engagements sont pris. Ça traîne un peu, c'est vrai, mais je pense que chacun des départements va s'exécuter. Et ensuite, il y a également la logique économique et derrière, parce que c'est une entreprise de presse. Elle a peut-être une fonction très particulière dans notre pays, sous laquelle l'État doit travailler, mais ça reste une entreprise, parce qu'on ne la fait pas uniquement pour du bénévolat, parce qu'il faut payer des salaires, il faut payer des intrants, il faut payer des frais de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas la subvention de l'État de 2 millions minimum ou 4 millions maximum qu'on donne à des entreprises qui peut leur permettre de supporter ces charges-là. Alors, dans votre message à l'occasion de cette journée de la liberté de la presse, vous avez rappelé le classement de Reporters sans frontières du Burkina. Donc, ce classement, un positionnement qui n'a pas changé de 2016. Est-ce que ce positionnement est satisfaisant selon vous? Non, c'est vrai qu'on est premier de l'Afrique francophone, 42e mondial, 5e je pense en Afrique, mais on est resté 42e. Et on a l'habitude de dire en rigolant, celui qui n'avance pas recule. Quand vous regardez en réalité dans l'indice, nous avons perdu 1,82. Pourquoi? Parce qu'il y a eu notamment certains journaux qui ont été sanctionnés par l'organe de régulation et ces fermetures ont entraîné un élément. On peut apprécier positivement ou négativement, mais ça veut dire que nous avons un effort également à faire à ce niveau-là. Parce que à la fois dans la régulation, ça se pose un problème, mais à la fois aussi dans le contenu des papiers, dans le contenu des médias, ça pose un problème. Et je crois que nous devons travailler dans cette situation. 42e, c'est bien, mais l'année dernière, nous étions avant la France. Et la France est repassée avant nous. Ça veut dire qu'il y a eu un avancement au niveau de ce pays-là que nous n'avons pas pu réaliser. Donc je crois qu'on peut se satisfaire de cela, parce que je crois aujourd'hui qu'on s'exprime de façon libre dans notre pays, les opinions sont plurielles et diverses, mais on peut également se poser un certain nombre de questions sur les contenus, sur la réalité de ce que nous mettons en œuvre, sur la régulation et l'autorégulation, pour éviter que nous nous tombions dans une situation. Parce qu'aujourd'hui, avec la fermeture des médias qu'on a, il n'est pas certain que l'année prochaine, nous soyons 42e. Il faut donc travailler à ce que l'atmosphère d'ensemble au niveau économique et juridique des médias soit de mieux en mieux pour qu'effectivement les performances que nous réalisons au quotidien puissent être mieux perçues par les populations. Merci à vous, Monsieur Rémy Dandinou. Vous étiez notre invité à l'occasion donc de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai. Et puis, c'est ce jour que notre collègue Henriette Boreau nous a quittés. Elle présentait le journal en langue nationale 100 sur votre chaîne publique. Henriette s'en est allée ce 3 mai à l'âge de 50 ans des suites de maladie. Elle était mère de 3 enfants et toute sa famille professionnelle présente ses condoléances à ses proches. La suite de ce journal, et nous parlons de cette rencontre entre le ministre en charge de l'habitat et des gouverneurs de région. La mise en œuvre des recommandations issues de l'enquête parlementaire sur la question du foncier est au menu de cette rencontre. Précision urbain, Benito Somé et Amandine Lalsaga. Le ministre Bonané échange ici avec les gouverneurs des régions et les hauts commissaires pour une synergie d'action sur la question de l'appurement du foncier. Et cela suite à une enquête parlementaire sur la question. La commission d'enquête parlementaire qui a fait un travail appréciable a transmis à travers l'Assemblée nationale son rapport au gouvernement. Le gouvernement a examiné le rapport, a pris un certain nombre de décisions, notamment la mise en place d'une commission interministérielle qui se chargera donc de conduire le processus d'appurement du foncier avec un délai de 6 mois. En clair,
Les parcelles acquises de manière frauduleuse dans les différents lotissements seront simplement retirées selon le ministre de l'Urbanisme. Il appelle par ailleurs les populations des localités concernées à une franche collaboration. Nous allons avoir une campagne médiatique pour les inviter à participer à ces travaux en communiquant beaucoup avec les commissions sur le plan des informations, sur le plan de toutes les dérives qu'on a pu connaître dans ces différentes localités au cours des années passées. Les gouverneurs des régions ont été invités à plus de rigueur dans le traitement de la question de l'appurement du foncier. La région du Centre, elle, se penche sur le PNDS. Ce référentiel de développement national prévoit 16 mesures et actions pour la période 2017-2019 pour cette partie du Burkina. Pour l'heure, la région fait le point sur les résultats engrangés en 2016. Nous en savons davantage dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Yolande Lompo. Issus de l'ensemble des couches sociales, ces hommes et femmes ont à cœur le développement harmonieux et durable de la région du Centre et vont ensemble examiner et valider le projet de rapport de performance 2016 du PNDS dans leur région. Il s'agit concrètement d'examiner les actions et mesures mises en œuvre au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire le conseil régional du Centre et l'ensemble des 7 communes. En 2016, plusieurs réalisations ont été faites. Il est question pour la présente session du cadre de concertation de la région du Centre de s'accorder sur les actions et mesures à prendre sur la période 2017-2019. Pour les programmations 2017-2019, les collectivités ont programmé 16 mesures et actions à hauteur de 95 milliards. Outre la région du Centre, les 12 autres se prêteront au même exercice. Le point à présent sur ce coup de filet de l'unité antidrogue de la police nationale. Elle a saisi 718 kg de cannabis tout en démantelant un réseau de trafiquants de ce stupéfiant. L'enquête à court a permis d'interpeller 3 personnes. Plus de précisions avec Issa Kafando, Mariam Dao et Vincent Kenrobeogo. 718 kg de cannabis, c'est la quantité de drogue saisie par l'unité antidrogue de la police nationale dans la nuit du 25 au 26 avril dernier à Ouagadougou. 3 présumés délinquants sont aux arrêts. Il s'agit d'un nommé Kofi Agyekoum, présumé trafiquant de cannabis de nationalité étrangère, âgé de 33 ans. Dipama Lassane, transporteur burkinabé, âgé de 32 ans. Bonkoumou Mahamadou, burkinabé et magasinier dans une autogare au quartier Kamsanrin de la ville de Ouagadougou, âgé de 31 ans. Ces plaquettes conditionnées sous forme de balles de friperie étaient en transit au Burkina Faso. La valeur de ces stupéfiants est estimée entre 45 et 50 millions de francs CFA. Le modus operandi était le suivant. Le nommé Kofi achète la marchandise, je veux dire la drogue, dans une ville d'un pays voisin, avec l'aide de son fournisseur également de nationalité étrangère. Le produit conditionné sous forme de balles de friperie est transporté jusqu'à Ouagadougou. La drogue qui est destinée à une autre ville étrangère est déchargée nuitamment dans une autogare sise au quartier Kamsanrin de la ville de Ouagadougou. Un compte rendu de l'enquête a été fait au parquet et toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées à Madame le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette saisie a été possible grâce à une information reçue le 10 janvier 2017 selon la police. Et l'unité antidrogue invite la population à plus de collaboration en appelant les numéros verts le 16 ou le 17 ou encore le 10-10. Selon un communiqué de la mission de l'ONU au Mali, le camp de la MINUSMA à Tombouctou a été attaqué, faisant au moins 1 mort et 9 casques bleus blessés. Cette attaque au mortier ou à la roquette a été lancée contre le camp ce jour à 13h15 précise, le communiqué. Et selon l'armée burkinabé, le bataillon burkinabé qui se trouve également dans ce camp n'a pas été touché.
Hier 2 mai, par contre, un convoi de l'armée malienne a été attaqué dans la région de Ségou. Un bilan provisoire fait état de 8 soldats tués et 4 autres blessés. Le convoi serait tombé dans une embuscade entre les localités de Diabali et de Nampala, au nord de la capitale Bamako. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, les quotidiens évoquent le classement des pays en la matière. La crise au sein du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est également abordée dans vos journaux. La revue est signée Vincent Kiandrebego. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale en crise, selon l'observateur Palga. Le journal nous apprend que 16 des 20 conseillers du Ashkroun ont signé une pétition remettant en cause le leadership du président Benoît Kambou. Les griefs retenus contre lui sont entre autres l'absence de résultats concrets pour la satisfaction des attentes du peuple sur le chemin de la réconciliation, absence de planification et de rapport d'activité après 1 an de fonctionnement. Selon le journal, un comité de sages est mis en place depuis hier pour une sortie de crise au Ashkroun. La réconciliation nationale en otage, titre l'Express du Faso. Pour ce journal, ces turbulences donnent plus d'entrain à la CODER qui mène le même combat que le Ashkroun. Même si elle est critiquée, cette coalition politique a le mérite d'exister, affirme l'Express. Le Burkina Faso, premier en Afrique francophone et 42e au classement mondial en matière de liberté de presse, aujourd'hui au Faso s'en félicite. Depuis 2014, selon le journal, la presse burkinabé a fait dans l'objectivité, la pondération et la responsabilité sociale, nonobstant quelques dérapages. C'est un rang honorable, ajoute le pays qui, comme aujourd'hui au Faso, déplore tout de même les dettes de l'État qui ont eu pour conséquence la disparition de certains titres. Un pays pauvre qui se paie le luxe de dévancer même les États-Unis, classé 44e, commente l'observateur Palga. Mais un contexte nouveau se présente aux médias burkinabés avec le terrorisme qui veut lui aussi se servir de la presse. Et le défi est de savoir désormais dans quelle encre tremper sa plume, conclut l'Obs. Voilà qui met fin à cette édition unique du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.